Certains vendent leur entreprise par opportunité, d'autres parce qu'ils n'ont pas le choix. Et enfin aussi, certains après une stratégie mûrement réfléchie. Certains restent et s'épanouissent dans les projets du repreneur. D'autres ne s'y éternisent pas. Quelles que soient les raisons de la vente, il y a un point commun. Ça démarre toujours sur une rencontre. Je pense que notre invité du jour est un fanat, un mordu de rencontre, Ludovic Hurault. Bonjour. Bonjour Thomas. Ludovic Hurault, tu es le fondateur d'Attractive World et aujourd'hui le fondateur de Shaper, dont on dira un mot également. Avant ça, un grand merci à tous nos partenaires médias, à notre partenaire Neufliso BC et à mon fidèle acolyte avec lequel je vais avoir le plaisir de passer de très bons moments et de très belles rencontres avec des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise. J'ai nommé Renaud Granier. Salut Renaud. Salut Thomas. Je peux te présenter comme un serial entrepreneur. Tu peux. Tu as vendu une première boîte. C'est ça. Et on attend la seconde pour t'avoir bientôt à ce micro. Il faudra juste que je trouve un autre co-animateur. Ludovic, on va parler de la session d'Attractive World et on va en parler de manière complètement non chronologique. Et on va commencer comme ça. Donc ça, c'était Hotel California. Et c'était un peu le mood dans lequel tu étais le jour J, le jour de la signature, avant d'aller signer pour vendre Attractive World. Pourquoi ce mood ? Écoute, ce mood parce que à la fin, c'était une page qui était en train de se tourner. Un projet qui m'avait tenu énormément à cœur. Et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs le disent, mais c'était un peu comme mon bébé. Et par conséquent, le fait de céder et de tourner définitivement cette page me rendait à la fois heureux, mais aussi extrêmement triste et nostalgique. Il se trouve aussi qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette aventure qui est Attractive World, et tout ça m'avait un peu perturbé émotionnellement, je pense. On parle de la veille, mais on va y revenir, hein, Renaud. Mais du coup, c'est plutôt la nostalgie qui a pris le pas sur l'excitation, Clairement la nostalgie. Hein, je veux dire, enfin, je me suis réveillé le matin. Alors après, c'est un mélange de tristesse, mais aussi, je pense, de fatigue émotionnelle, de relâchement de pression, etc. Mais la première chose que j'ai faite en me réveillant, c'est j'ai pleuré. Voilà, je me suis amusé à pleurer pendant 10-15 minutes. Sans trop comprendre pourquoi, parce que c'était censé être un des plus beaux jours de ma vie. Mais le sentiment prédominant, c'était cette envie de pleurer pour tout relâcher. Un moment de relâche émotionnel complet. Ouais, j'étais complètement... j'avais des énormes cernes sous les yeux lorsque je suis arrivé au closing. Et du coup, c'était quel jour ? C'était le vendredi 30 septembre 2016. Ok, tu t'en rappelles comme si c'était hier ? Ouais, je m'en rappelle vraiment bien. Maintenant, c'est bientôt 5 ans, donc ça fait long. Mais je me rappelle très bien du sentiment que j'ai eu en me réveillant le matin, du moment où je me suis retrouvé dans une grande salle d'avocats avec, tu sais, les longues tables, comme on les connaît. Donc il y avait combien de personnes autour de la table ? Il y avait pas grand monde. C'était assez marrant parce que nous, on avait levé avec plus de 80 business angels. Ok. Et ils m'avaient tous donné un pouvoir. Et donc, je me suis retrouvé... Donc déjà, ça prend du temps. Oui, déjà, ça prend du temps. Et je me suis retrouvé à aller signer uniquement avec mes 2 meilleurs amis qui m'avaient à l'époque convaincu de quitter mon job en private equity pour lancer Attractive World, et la femme l'ex-femme plutôt d'un de mes 2 amis. Ça, c'est de votre côté de la table ? Ça, c'était de notre côté de la table. Plus, bien entendu, notre avocat qui m'a accompagné depuis le début, qui s'appelle Antonin Kubert-Tafon.
Et de l'autre côté de la table, il y avait les acquéreurs. Donc il y avait le management du groupe allemand qui nous a racheté, qui s'appelait Affinitas et qui depuis est coté à la bourse de New York et s'appelle Spark Network, et leurs avocats. Et t'étais en signature électronique ou signature manuelle? Signature manuelle. C'est long. Combien de pages à signer? Ah, je sais pas, je pense que vu que en plus j'avais les pouvoirs de tout le monde, c'était des milliers de pages. Des milliers de pages. J'avais une crampe au bras à la fin, je me souviens de ça. Donc tu finis le 27 octobre de signer tous les... À minuit. On relit tout ou finalement on sait qu'il y a pas une ligne qui a bougé a priori, ou il y a ce sentiment de je veux vraiment relire exactement ce que je suis en train de signer à ce moment-là? Non, moi j'ai plutôt tendance à faire confiance et notamment à mon avocat qui m'a accompagné depuis le début. Donc à partir du moment où il m'a dit que je pouvais y aller, j'y suis allé. Je me suis pas trop posé de questions là-dessus. Mais grosso modo, concrètement, ça prend 2 heures, 3 heures pour tout signer. Ouais, je pense que ça a pris probablement un peu plus de 3 heures. Après, il y avait un sujet aussi de virement sur des comptes séquestres. D'accord, donc ça c'est intéressant. Donc il y avait aussi une petite mécanique financière avec les banques. Il fallait qu'on puisse voir que l'argent était arrivé avant de pouvoir tout signer. Donc ouais, je pense que ça a pris au moins 3 heures. Et du coup, il y a la signature en tant que telle, il y a le virement des fonds. Est-ce qu'il y a un espace blanc entre les deux où on se regarde un petit peu en attendant que les fonds arrivent du coup sur ton compte? Alors de mémoire, le jour du closing, ils étaient arrivés sur un espèce de compte séquestre et derrière, à partir de ce compte-là, l'argent était dispatché sur le compte des 80 actionnaires et je pense que l'argent est arrivé peut-être 24 ou 48 heures après. D'accord. La signature est faite. On sabre avec le champagne. Ça se passe comment? Ouais, en fait, c'est quoi l'ambiance? Alors peut-être qu'on peut parler de montant ou de fourchette pour qu'on puisse se situer aussi. Ouais, bon, j'ai pas le droit de donner le montant exact parce qu'on m'a fait signer des documents qui plutôt permettent pas de entre le 5 discloser. et 15, entre 15 et 25. Bah, en tout cas, les échos à l'époque avaient dit que c'était entre 10 et 20 millions d'euros. Donc, voilà. C'était une question pour avoir si c'était plutôt 20 ou plutôt 10. Bien joué. T'es malin. Donc les échos se sont pas trompés quoi, sur leur fourchette. Non, ils se sont pas trompés dans la fourchette. Ils sont D'ailleurs, bien informés. Ouais, j'imagine c'est vous qui les avez informés. Ah bah non. Non? Non. Je sais pas qui les a informés, mais c'était pas nous. Je suis curieux de savoir à quel point qui pousse à communiquer ou pas autour d'une session, d'une reprise. J'imagine, alors, je pense qu'il y a ceux qui veulent rester assez discrets et puis il y a ceux qui ont envie de raconter cette histoire. C'est une aventure, c'est aussi un acte comme quoi on a fait un sacré bout de chemin. C'était quoi un peu la volonté, ta volonté et puis peut-être celle de Spark Network? Alors moi, j'avais pas forcément de volonté de discloser le prix parce que justement, je pense qu'on résume beaucoup des aventures humaines et entrepreneuriales au prix de vente. Et je préférais plutôt que les gens se rappellent de ce qu'on avait construit avec Attractive World. Attractive World, c'était quand même plus d'un mariage par jour. Et je pense que ça, c'est même plus important que le prix de vente. Il y avait un vrai impact sur la vie des gens. Toutes les semaines, on recevait des cartes avec des bébés, des couples qui nous envoyaient les photos de leurs bébés ou qui nous envoyaient des invitations à leur mariage. Et donc, je trouve que l'impact de ce projet était vraiment extrêmement important et à très grande échelle, puisque on a eu des centaines et des centaines de milliers d'inscrits. Donc voilà, j'avais pas forcément envie qu'on se focus sur le prix. De toute façon, d'ailleurs on le voit bien, t'as commencé par dire je pensais pas à l'argent, j'ai pleuré. C'est bien qu'il y ait une aventure derrière. Mais en fait, ça a toujours été un peu ma philosophie de la vie. Je pense que, et notamment dans l'entrepreneuriat, mais pas que, lorsqu'on fait des choses qu'on aime et qu'on essaie de les faire le plus sincèrement possible, la conséquence, c'est que souvent ça marche. Et quand ça marche et que c'est du business, ça rapporte de l'argent. Et j'ai toujours vu l'argent comme une conséquence plutôt que comme une fin en soi. Et j'ai toujours choisi les projets dans lesquels je m'investissais, que ça soit en tant qu'entrepreneur ou aujourd'hui comme investisseur, par rapport au coup de cœur humain que je pouvais avoir, à l'impact que ça pouvait aussi avoir sur la vie des gens, en me disant que de toute façon, si on y mettait notre cœur, ça pourrait marcher et ça pourrait rapporter de l'argent. Et du coup, en termes de ressenti, donc on a parlé un peu de nostalgie au réveil, de relâcher un petit peu la pression. Une fois que tu signes et que tu sors du bureau, qu'est-ce que tu ressens là à ce moment-là? Là, c'est vraiment du soulagement. Okay. Voilà. C'est vraiment du soulagement parce que on est toujours très paradoxal en tant qu'entrepreneur et à la fois
Il y avait une vraie forme de tristesse de quitter cette aventure et de tourner cette page. Mais il y avait aussi le sentiment du devoir accompli, du fait que on est parti juste d'une idée sur un papier, qu'on a fait une plateforme avec des centaines de milliers d'abonnés payants, qu'on a réussi à faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, puissent se marier, avoir des enfants, et enfin qu'on ait réussi à vendre pour faire gagner de l'argent à nos actionnaires et boucler la boucle. Et ben justement, on va faire un petit flashback pour revenir au tout début de la boucle et on enchaîne avec une musique que tu as choisie. C'est la suivante. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 15h25. Allô, Fab? Ouais, c'est Samy. Eh frère, rappelle-moi d'urgence quand t'as le message. J'ai une idée de ouf. Non mais là, tu sais quoi, obligé, ça peut schémar. T'as les yeux qui brillent, hein. Ça rappelle des souvenirs. Combien de bonnes âmes s'attendriront sur notre parcours? Peut-être les mêmes qui à l'ancienne n'auraient jamais cru qu'en ce jour, le soleil caresserait nos ailes en donnant raison à notre zèle. Petite tête, tu me traitais de brêle, mes ambitions, tu te foutais d'elles. Mais hélas pour ta gouverne, sache qu'on a bien repris les rênes. Aussi sûr qu'on se démène pour ne jamais plus être à la traîne. On nous disait que ça craint là d'où l'on vient pour compter vivre de nos passions, au point qu'elles nous consument à petit feu sans rémission. J'ai dû slalomer pieds nus et sans ski. Il m'a fallu traverser la toundra et plus sans husky pour devenir maître. Ça peut schémar. C'était l'idée. Exactement. On était en 2006-2007. À l'époque, j'avais des idées toutes les semaines. Je faisais le business plan dans mon coin, mais j'avais pas le courage de quitter mon job en private equity. Je gagnais bien ma vie. J'avais la chance d'avoir des associés gérants qui m'avaient nommé au conseil d'administration de boîtes de plusieurs centaines de salariés alors que j'avais 22 ans. Ma mère, qui avait toujours été stressée par mon avenir, était hyper rassurée sur le fait que je trouvais un bon job et que j'ai un salaire à la fin du mois. Allô maman, ne t'inquiète pas, mais Je plaque tout. Et donc du coup, à une époque où il y avait un écosystème startup quasiment inexistant, j'avais pas le courage de quitter mon job pour me lancer. Jusqu'au moment où en 2006, je joue à Mythic, qui se cote à la bourse de Paris et qui prouve qu'il y a un vrai business model dans la tech, puisque c'était pas si évident que ça à l'époque que des startups arrivent à gagner de l'argent. Et j'en parle à mes deux meilleurs amis qui eux avaient déjà basculé dans l'entrepreneuriat puisqu'ils avaient créé leur agence immobilière, donc on était quand même loin de la tech, et qui m'invitent à dîner dans un resto dans le premier arrondissement et qui me lave le cerveau en me disant écoute Ludovic, si jamais tu le fais pas maintenant alors que t'as 24 ans, t'as pas de gosse à nourrir, t'as pas de traite à payer, tu le feras peut-être jamais et tu seras frustré toute ta vie. Donc cette idée elle est bonne, il faut qu'on la fasse. Et à la sortie du dîner, j'ai un de mes deux amis qui s'appelle Nicolas et Rodolphe qui m'envoie cette chanson de Grand comme un LED, Ça peut schémar. énorme. Tu t'en rappelles bien en tout cas. Tu disais que tu avais plusieurs idées par semaine déjà autour de la rencontre où c'était très large et puis à un moment c'est ce déclic avec cette idée que tu devais avoir derrière autour de la rencontre où tu te dis là toutes les planètes sont alignées, on y va. Non, j'avais vraiment des idées dans tous les sens. Il y avait vraiment des idées à la con. Il y en a notamment une, je voulais mettre de la pub sur les gobelets des machines à café dans les bureaux. Certains l'ont fait. Certains l'ont fait, mais je suis pas sûr que c'était un franc succès. Il y en avait pas le même qu'Attractive World. Il y en avait qui auraient pu avoir un peu plus de potentiel, mais pas assez digital dans la façon de les concevoir, puisque je voulais créer le Century 21 de la location saisonnière avant Airbnb. Et finalement, je me suis arrêté sur l'idée d'Attractive World et je le regrette pas. Donc on était flashback, on a évoqué tout à l'heure le jour J, le moment de la signature. Là, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui s'est passé en fait avant cette signature. Il y a eu des rencontres, il y a eu des débats, j'imagine même des débats intérieurs, et c'est ce qu'on va aller chercher avec Renaud. Et avant peut-être de parler de cette opportunité avec Spark Network, je crois qu'il y a eu Renaud, si je dis pas de bêtises, d'autres offres. Alors d'autres offres, c'est Ludovic qui va nous en parler, mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question, le fait de franchir le pas, pas franchir le pas. On s'adosse à un industriel, on revend tout ou partie du capital. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les grandes étapes choisies, subies, par opportunité, par rencontre, etc., qui te reviennent en tête? Ouais. Donc les grandes étapes, c'est le lancement d'Attractive World en septembre 2007. Ok.
2 ans extrêmement compliqués avec la crise des subprimes. 2008, et beaucoup d'erreurs de ma part pour construire la plateforme puisque j'avais pas d'associé opérationnel, notamment en tech. Et franchement, j'ai galéré comme un fou. Donc, quand tu dis galère, c'est on fait coder par des stagiaires, on fait coder en offshore, un on fait coder Presta. Ouais, c'est au début des Presta, ça coûte étudiants, cher. après c'est de l'offshore en Tunisie, plus la crise des subprimes où on se retrouve à 2 semaines de déposer le bilan. Donc c'est vraiment des moments hyper chauds où je me suis dit que l'aventure était déjà terminée. C'est super intéressant maintenant avec le recul de voir que les grandes réussites, parfois, elles sont passées, comme tu le disais, à 2 semaines de déposer le bilan. Ouais. Souvent, c'est là où on se dit qu'il faut vraiment rien lâcher jusqu'au dernier moment. Et en fait, est-ce que tu crois que c'est central aussi dans ta session? Est-ce que tu t'es rappelé du risque de déposer le bilan au moment de vendre ou pas? Est-ce que ça a compté dans ta décision? Non, c'est pas vraiment ça qui a compté. Mais effectivement, t'as raison, le contexte et l'historique a compté. Donc, il y a eu ce lancement en septembre 2007. Il y a eu septembre 2009 où on lance le modèle payant. Entre-temps, j'avais associé un CTO et un directeur marketing qui s'appelle Vincent Bobin et qui m'ont globalement bien aidé à lancer le modèle payant. Toute petite parenthèse, le modèle payant, tu le lances à partir d'une communauté qui représente quoi? Un peu plus de... je pense entre 10 et 20 000 utilisateurs actifs. Quelque chose comme ça. Et du coup, tu as eu des premières levées pour vivre, pour et faire donc pendant vivre la ces 2 boîte. premières années, on lève 1,5 million d'euros Ok. avec des business angels parce qu'encore une fois, à l'époque, les fonds de seed n'existaient pas. Il y en avait un qui s'appelle Alven. C'était le seul que j'étais allé voir et qui n'a finalement pas investi. Et donc, j'ai dû prendre mon bâton de pèlerin, appeler tous les gens que j'avais pu croiser dans ma vie, même un quart d'heure dans une réunion lorsque j'étais dans le private equity, en leur demandant de m'aider et de me faire confiance. Et il y en a quelques-uns qui ont vraiment joué le jeu. Notamment, je pense à quelqu'un qui est aujourd'hui entrepreneur, qui s'appelle Loïs de la Soudière, mais qui, à l'époque, quand je l'avais rencontré, était banquier d'affaires. J'avais croisé, alors même que j'étais que stagiaire, vraiment un quart d'heure à une réunion, que j'avais appelé pour lui expliquer mon projet et qui m'a dit « Écoute, je vais t'aider ». Et il m'avait ouvert tout son réseau. Et il m'avait, je pense, présenté les rencontres. 50% des investisseurs de notre premier tour de table. Donc voilà, donc il y a quelques personnes qui ont misé sur moi et sur Attractive World, qui nous a permis de passer ces 2 premières années qui étaient extrêmement difficiles. Et ensuite, en septembre 2009, on lance le modèle payant. On avait déjà une communauté, même si elle n'était pas encore très grosse, parce qu'on n'avait pas les budgets marketing pour le faire, qui était extrêmement engagée, qui passait plus de 30 minutes par jour sur la plateforme, qui organisait énormément d'événements, qui faisait beaucoup de rencontres. Donc on était assez rassurés sur ce qu'on appelle le product market fit, sur la capacité du produit à engager des utilisateurs et à trouver son marché. Et on lance le modèle payant. Mythic est à 30 € par mois. Et nous, on se met à 60 € par mois. Donc on se met au double du prix de Mythic, qui est vraiment un prix assez élevé. Et j'ai une de mes associées qui était l'ex-femme d'un de mes 2 meilleurs amis qui s'appelle Rodolphe, qui me dit « Ludovic, tu devrais faire payer aussi les femmes. Parce que même si Mythic ne le fait pas, avec Attractive World, tu crées un positionnement très haut de gamme qui rassure énormément les femmes. Et pour la qualité et pour des rencontres sérieuses, elles vont être prêtes à payer. Donc fais-les payer. » Et on décide de suivre son conseil. Elle s'appelle Audrey. On fait payer les femmes. Et au départ, c'est un peu de final, déperdition. On a tout de suite des taux de conversion incroyables. Au même prix que les hommes, du coup. Ouais, au même prix que les hommes. On a 35% des utilisateurs qui payent. Et au final, les femmes représenteront quasiment 60% du chiffre d'affaires d'Attractive World. Il y a une proportion équivalente entre les hommes et les femmes? On a un peu plus de femmes. Au final, on a 55% de femmes et je crois qu'elles représentent 60% du chiffre d'affaires. Alors que sur Mythic, on est sur 70-30. 70% d'hommes, 30% de femmes à peu près. Et pas du tout sur... À l'époque, en tout cas, je n'ai pas les proportion. chiffres d'aujourd'hui. Ok. Tu nous as fait un peu les grandes étapes et la question de Renaud, c'était autour peut-être des premiers rapprochements, des premiers Parce que le coups de marché du téléphone dating, qu'on effectivement, reçoit, oui. c'est quelque chose d'assez fermé, entre guillemets, Ouais. en termes d'acquéreurs potentiels, d'adossement. Il y a les groupes de médias, il y a les concurrents, français, mondiaux, il y en a un énorme d'ailleurs. Alors, j'ai peut-être rajouté 1 ou 2 étapes pour qu'on comprenne bien le contexte. Donc, en septembre 2009, on passe le modèle payant. Ça fonctionne extrêmement bien. Une fois qu'on se rend compte que les gens sont prêts à payer et qu'ils continuent à renouveler leurs abonnements, puisqu'ils dépensaient à peu près 300 € TTC en moyenne sur la plateforme,
on décide, et c'est peut-être la meilleure décision qu'on ait prise sur Attractive World, on décide de faire des campagnes de pub à la télé. Donc ça, c'est début 2011. Et entre début 2011 et fin 2012, on passe de quelques milliers d'abonnés payants à 45 000 abonnés payants sur une année. Et donc là, le chiffre d'affaires progresse extrêmement fortement. Puis en plus, t'as de la prévisibilité. Oui, c'est de l'abonnement, c'est la beauté des modèles B2C, c'est qu'à partir du moment où on a validé combien en moyenne dépensaient les gens, en anglais ça s'appelle la lifetime value, et combien il nous coûte à acquérir, derrière on peut accélérer en augmentant le budget marketing, soit via des investissements télé, soit via de l'affichage dans le métro, soit via des campagnes de pub à la radio, au cinéma ou online bien entendu, et on sait qu'à partir du moment où le coût d'acquisition de l'abonné coûte moins cher que ce qu'il nous rapporte, on peut augmenter les budgets marketing, et avec l'augmentation du budget marketing, le chiffre d'affaires augmente. Juste à titre informatif, c'est intéressant, le budget pub télé, Le budget pub télé, je crois qu'en 2012, c'était à peu près 5-6 millions d'euros. D'accord. Ok. Et budget pub métro? C'était beaucoup moins, ça devait être 200 000 euros. D'accord. Donc on va revenir à la question initiale de Renaud. T'évoquais les grandes étapes pour comprendre là, les premiers rapprochements, les premiers coups de téléphone. Alors on en est où là? Et donc là, on est fin 2012. On a une croissance extrêmement forte. On est certain d'arriver à la rentabilité l'année d'après. Et on décide de lancer un process avec une banque d'affaires où on va à la fois contacter des industriels, donc tu les as évoqués Renaud, des grands groupes médias ou des acteurs du secteur, donc Match, tout ça, ouais. Match.com qui venait de racheter Mythic notamment, et en parallèle, on a décidé d'aller voir des fonds d'investissement pour nous financer la croissance à l'international, et notamment le marché américain, qui est un marché qui est 7 à 10 fois plus gros que le marché français. Donc là, tu as une double stratégie, soit commencer à communiquer avec des repreneurs potentiels, soit faire par vous-même. Voilà. Et on se dit qu'on a deux manières de faire l'international. Soit on s'associe avec un acteur qui est déjà présent, notamment sur le marché américain, qui va nous racheter et qui va lancer l'international avec nous et probablement nous payer un earn-out sur la base du succès de l'international. Donc un earn-out, c'est un complément de prix. Merci. Soit on s'associe à des fonds d'investissement qui vont, eux, injecter du cash uniquement dans Attractive World. Donc on fera pas de cash out, nous. Et à leur côté, on fera grossir la boîte de manière beaucoup plus importante pour un jour la revendre, mais sur des sommes beaucoup plus significatives, puisqu'on ne sera plus qu'un acteur franco-français, mais un acteur international. Mais tu es déjà OK avec l'idée de lâcher 100% de ton capital éventuellement, quoi, dans une démarche en tout cas. Ouais, clairement, c'est des business qui demandent du cash pour lancer un nouveau pays, et le cash flow qu'on générait à cette époque, ou qu'on allait générer à cette époque, puisqu'en 2013, on a dégagé un peu plus d'1 million d'euros de résultats nets, n'était pas suffisant pour lancer un pays comme les États-Unis. Donc il y avait besoin de lever de l'argent extérieur pour nous permettre d'amorcer la communauté aux États-Unis et construire la marque. Alors besoin, peut-être que nos auditeurs vont pas forcément comprendre, mais t'aurais pas pu te satisfaire entre guillemets de la croissance française et de gagner des parts de marché sur Mythic, ça suffisait pas, et pourquoi peut-être c'est important alors? Je pense qu'en est entrepreneur, on a besoin de à la fois continuer d'apprendre en permanence, et on a besoin aussi de ce petit supplément d'adrénaline. Et j'avais l'impression d'avoir fait déjà un bon tour du marché français, même si on continuait d'avoir de la croissance. Je savais que la cible premium sur le marché français de la rencontre ne montait pas jusqu'au ciel. Donc à un moment, la croissance allait ralentir et qu'il fallait trouver des relais de croissance. Et les relais de croissance les plus évidents, surtout lorsqu'on a un produit qui fonctionne extrêmement bien en B2C, c'est de le dupliquer à l'international. Et on se disait que notamment les marchés anglo-saxons avaient des cultures qui seraient capables d'être particulièrement intéressés par le concept d'Attractive World. On reste sur notre sujet du cash out, de la cession. Qui sont les premières personnes qui t'appellent, qui t'envoient un mail ou qu'on te présente dans ce potentiel rachat un jour d'Attractive World? Là, en 2013, ce qui se passe, c'est qu'on mandate une banque d'affaires et que cette banque d'affaires fait la liste de tous les acquéreurs potentiels et de tous les fonds d'investissement potentiels avec lesquels on pourrait s'associer. Une fois qu'on a fait cette liste... T'as jamais eu de demande en direct? Alors, c'est une très bonne question, t'as raison. On m'avait présenté le DG de Mythic en 2011.
Et on avait eu des discussions Donc, on connaît tous, hein, sur un rapprochement. Alors, c'était pas Simoncini. Hein. Ah, c'était pas, ok. C'était son DG. son DG, Ouais, son d'accord, DG ok. qui s'appelle Philippe Chaigneux. Et on avait fait un déjeuner ensemble qui s'était bien passé. Et on avait convenu tous les deux que ça avait du sens un moment de pouvoir se rapprocher, puisque on était sur un segment qui monétisait plus que Mythic. Mythic avait des volumes qui étaient beaucoup plus gros puisque c'était le numéro 1 européen, et on se disait qu'il pourrait nous aider à développer l'Europe. Bon, Donc là, seulement entre-temps, ils se font racheter. On était en Ouais, 2011 ouais. et effectivement, t'as une très bonne mémoire. Un mois plus tard, ils se font racheter par Match.com. Donc, il était déjà en process de vente. Et donc, il était déjà en process. Alors, peut-être qu'il estimait que Match n'allait pas forcément mettre de veto là-dessus, ou que c'était un peu un backup si jamais l'opération avec Match ne se faisait pas, qui lui permettrait d'avoir une croissance encore plus agressive. Je n'en ai jamais reparlé. Mais finalement, effectivement, les premières discussions, mais qui étaient restées embryonnaires, n'avaient pas abouti en 2011. Et nous, on avait continué à tracer notre route ensuite, jusqu'au lancement de ce process, hein, en janvier 2013, où on fait le deck. Hein. Donc le deck, c'est un mémo d'investissement qui explique qui on est, nos projets de croissance, et qui est censé être un peu vendeur pour donner envie aux gens soit de nous racheter, soit d'investir. Et une fois qu'on a fait le deck et qu'on a fait la liste des investisseurs ou des acquéreurs potentiels, la banque d'affaires commence à les contacter. Ça s'appelle du pré-marketing. Et pour les gens intéressés, leur envoie un teaser. Ça donne quel signal sur son marché de dire que je suis potentiellement vendeur? Je pense pas que ça donne un si mauvais signal que ça. Je veux dire, bon. C'est une question neutre. Ouais. Ouais. Il y a non, mais c'est une bonne question parce qu'il y a des gens qui le pensent, qui disent qu'en fait, il faut jamais vraiment être à vendre. Il faut laisser les gens venir à nous. C'est sûr que dans un monde sur idéal. Un site de rencontre finalement. Ouais, un petit peu. Dans un monde idéal, c'est vrai que c'est pas mal quand il y a un acquéreur qui vient te voir parce qu'il a déjà décidé de te racheter. Mais dans les faits, et pour avoir travaillé en private equity, nous, on mettait nos boîtes en vente avec des banques d'affaires et on faisait ce qu'on appelle des auctions, c'est-à-dire des ventes aux enchères, et ça marchait extrêmement bien. Parce que à partir du moment où ce qu'on propose est extrêmement intéressant et qu'il y a de la concurrence dans le process de vente, généralement ça fonctionne bien, et le fait de mandater une banque d'affaires est plutôt positif parce que ça nous permet de maximiser le prix, et je pense pas que ça soit mal perçu aujourd'hui. Alors là, c'est le process de manière très opérationnelle. Est-ce que il y avait certaines personnes de ton équipe qui étaient au courant de ce process? Est-ce que tu as tout gardé pour toi? Est-ce que les BA étaient au courant, les business angels? Alors, les seules personnes qui étaient au courant étaient notre comité de direction et notre board. Voilà, donc on n'avait pas tenu au courant les business angels parce qu'on voulait pas générer des attentes si jamais le process n'allait pas au bout. Ils savaient simplement qu'on allait lancer une levée de fonds pour l'international, mais on n'avait pas communiqué sur une vente potentielle. Et les business et les membres de mon équipe, bien entendu, qu'on ne voulait pas leur faire peur. Là, tu avais combien de personnes dans ton équipe à l'époque? Pas beaucoup. De toute façon, on n'a jamais été énormément sur Attractivore. Encore une fois, c'est la beauté des modèles B2C. Hein. C'est qu'on peut générer des chiffres d'affaires très significatifs sans avoir à recruter beaucoup de gens, puisqu'il n'y a pas d'équipe de vente, il n'y a pas d'opération. Tout se fait à partir du pôle marketing et du pôle tech. Donc, on devait être une vingtaine. Sur ce point-là, du coup, est-ce que tu ressentais la solitude de l'entrepreneur aussi de partager le day-to-day avec l'équipe, mais en gardant, entre guillemets, qui est le cas des dirigeants souvent, mais... Ouais, c'est jamais évident. Ce qu'on avait dit à l'équipe, c'est qu'on levait des fonds. Voilà. Ça, c'est le discours officiel. Oui, et de toute façon, ça se voit parce qu'à partir du moment où je suis quasiment plus au bureau, à l'époque, il n'y avait pas de télétravail, hein, donc je suis plus au bureau parce que j'ai des rendez-vous dans tous les sens, voire même des déplacements aux États-Unis. C'est compliqué de pas leur expliquer qu'il y a au moins une opération. Donc on avait communiqué sur le fait qu'on voulait lancer l'international et qu'on allait chercher des fonds pour ça. Ok. Et donc, parmi la liste des acquéreurs ou investisseurs potentiels réalisés par ta banque d'affaires, il y avait le futur repreneur. Oui, tu hoches la tête. La banque d'affaires, elle s'appelait comment? On est en radio. La banque d'affaires s'appelait Aforge Finance. Ils sont bien? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec eux. Donc, mais ça s'est bien passé. Je me prononcerai pas. On va parler du process, mais ça s'est pas passé comme attendu. Ça marche. Première rencontre avec, là on va aller dans le dur, hein, mais oui. donc Spark Network, à l'époque Affinitas.
Alors non, en fait, à l'époque, Affinitas, on les contacte, mais ils nous disent qu'ils sont pas du tout intéressés par une acquisition. Ok. À l'époque, ils avaient une marque qui s'appelait eDarling, qui s'était en train de développer dans un certain nombre de pays, et ils étaient très focalisés sur leur croissance. On a des discussions avec Mythic à nouveau. Donc je refais un apéro avec Philippe Chénieux et il me dit que ça l'intéresse de creuser le sujet et qu'il va en parler avec les gens de Match à New York. Et je parle aussi avec Prisma, donc qui à l'époque était une filiale du groupe Bertelsmann, qui eux nous disent clairement qu'ils sont intéressés et qui vont faire une term sheet. Term sheet, jusque-là, term sheet, c'est une lettre d'intention avec les grandes conditions du deal et notamment la valorisation. Et en parallèle, on discute avec un certain nombre de fonds d'investissement et notamment un aux États-Unis, avec lesquels on commence à échanger de manière assez régulière et qui m'amène à aller faire même un aller-retour pour un rendez-vous à New York. Voilà, j'étais arrivé le mardi soir et j'étais reparti le mercredi à 14h. Ça m'a fait un peu bizarre. Et donc pour l'instant, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on avait des super chiffres. Le premier trimestre 2013, on fait, je me rappelle plus, mais à peu près 40, 50, 60% de croissance. Juste pour que l'auditeur se repère, c'est en 2016 que tu vas vendre. Oui. Voilà. Donc là, je parle vraiment de début 2013, mais j'insiste sur ce process de vente parce qu'il est extrêmement important dans et la que c'est suite. sur la durée et que même des gens qui t'ont dit non, finalement, Exactement. Mais toi, dans le day-to-day, tu es dans le process de vente? Tu dois gérer aussi l'opérationnel? Moi, je suis dans le process de vente. Est-ce que t'es crevé à ce moment-là? Tu arrives à gérer les deux? Non, parce qu'en fait, j'avais la chance quand même de pouvoir m'appuyer sur un bon comité de direction. Et donc le business tournait bien sans que je sois là au day-to-day. Et encore une fois, c'est la force du B2C aussi, c'est qu'à partir du moment où on a créé une marque très forte et grâce notamment aux campagnes télé, on avait à l'époque plus de 70% de notoriété sur le marché français. Naturellement, les gens viennent sur la plateforme. Donc le truc qui était hyper important en fait opérationnellement pour moi, c'était les nouvelles campagnes télé. Donc là-dessus, j'étais extrêmement attentif sur le concept publicitaire, sur la façon dont on avait présenté la marque, l'image de marque, sur le plan média, les négociations annuelles avec les chaînes de télé. Parce qu'en fait, en novembre-décembre, on avait des négociations avec toutes les chaînes qui allaient fixer nos tarifs sur l'année suivante, sachant que la saisonnalité la plus importante pour les sites de rencontres, c'est le premier trimestre, avec entre guillemets les bonnes résolutions après avoir passé les fêtes de Noël avec sa famille et la mère ou la grand-mère qui nous a posé 10 fois la question quand est-ce qu'on allait rencontrer quelqu'un. Et bien entendu la Saint-Valentin qui résonne aussi beaucoup dans la tête des célibataires qui ont peut-être encore un peu plus envie à ce moment-là de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, donc c'était surtout sur les campagnes télé que j'étais focalisé. À partir du moment début janvier où les campagnes sont en route et qu'on voit que ça fonctionne bien, je me suis focalisé sur le process de vente. Et donc on commence à avoir des discussions, le business tourne hyper bien, on avait la certitude qu'on serait rentable dans l'année 2013, donc pour moi tous les feux étaient ouverts et j'estimais qu'il y avait un potentiel à l'international. Donc beaucoup d'espoir. Donc beaucoup d'espoir et beaucoup de rêves en face de ça. Et tout s'est fait en une semaine. En fait, je me souviens plus exactement la date, mais c'était, je pense, courant du mois de mars. La même semaine, on a le fonds d'investissement aux États-Unis, Prisma et Mythic qui décident d'arrêter le process de vente pour deux d'entre eux et d'investissement pour le fonds. Alors, 2 questions. Comment tu le vis? Est-ce que tu comprends pourquoi les 3 en même temps Alors franchement, pour moi, c'est encore un mystère. Parce qu'il y avait aucun élément dans les chiffres qui pouvait donner envie de sortir du process. On a vraiment fait un premier trimestre exceptionnel. La marque était extrêmement connue. Il y avait beaucoup de sens pour un groupe comme Mythic de nous racheter. Le fonds d'investissement m'a dit qu'il estimait que le marché s'était trop segmenté entre-temps et que si on était venu les voir 2 ans avant, peut-être qu'ils auraient investi, mais qu'aujourd'hui c'était trop compliqué, qu'il y avait des acteurs qui avaient levé déjà des millions, des dizaines de millions et qui rendraient le marché extrêmement compétitif et difficile à pénétrer. C'est peut-être ça la raison qu'ils ont identifié des acteurs. Je pense que c'était ça la raison pour le fonds d'investissement. Mais pour Mythic, j'ai jamais vraiment compris.
d'après ce que m'avait dit Philippe Chenu à l'époque, c'était les Américains qui avaient décidé que le segment premium ne serait pas leur priorité et qu'ils allaient plutôt se focaliser sur une cible plus jeune. Ce qui, pour être honnête, leur a pas donné complètement tort, hein, puisqu'ils ont racheté Tinder. Ouais. Tinder s'est lancé dans un incubateur de Match.com et ensuite ils ont racheté l'immense majorité. Donc ça leur a pas du tout donné tort. Mais globalement, ils ont décidé que le haut de gamme c'était plus leur priorité. Et Prisma, c'est pour une raison différente. Les équipes de Prisma voulaient nous faire une term sheet et ils étaient à quelques jours de nous l'envoyer, hein, puisqu'ils nous avaient même donné une date sur l'envoi de la term sheet. Et ils sont quand même passés en board de Bertelsmann en Allemagne. Et visiblement, c'est le board de Bertelsmann qui a décidé de ne pas investir dans des sites de dating. Parce qu'à l'époque, et malgré l'image très premium d'Attractive World, c'était le secteur qui posait un peu problème. sulfureux. Et donc voilà, je me retrouve où là vraiment j'avais l'impression de tomber de 10 étages avec mes rêves américains anéantis. Et on se retrouve avec un groupe qui lui était venu nous voir sans même qu'on le contacte, qui était un groupe qui avait fait fortune dans le, alors vous allez rire, dans le porno. Okay. Aux États-Unis. Oui, du coup, le site de rencontre haut de gamme, ça les choquait pas, quoi. Voilà, le site de rencontre haut de gamme, ça les choquait pas. Je pense qu'ils avaient plutôt envie de se racheter une virginité. Et donc, c'est ces gens de Miami, via l'intermédiaire d'un banquier d'affaires new-yorkais, qui nous contactent à peu près à ce moment-là. Je pense qu'ils nous contactent en avril 2013, donc quelques semaines après que les autres aient décidé de ne pas poursuivre le process. Et je fais un premier call. Et le banquier d'affaires m'a l'air extrêmement sérieux. Il me dit, voilà, c'est un groupe qui génère des dizaines de millions d'euros de bénéfices. Donc, ils ont vraiment du cash et ils ont envie d'aller sur des créneaux de la rencontre beaucoup plus sérieux. Ils pensent qu'il y a vraiment de la place sur le marché américain, contrairement aux fonds d'investissement avec lesquels on discutait. Et ils me disent qu'ils ont envie de me rencontrer. Alors, d'abord, ils veulent me rencontrer. Okay. Donc, plus par curiosité, parce que je me disais bien qu'on aurait du mal à céder à un acteur comme celui-là. Mais je décide quand même de prendre l'avion et d'aller les voir à Miami. Et donc là, ils me donnent rendez-vous. Alors, ça m'a fait rire parce que je pensais qu'ils allaient me donner rendez-vous le matin. Et ils me disent, non, mais en fait, les bureaux ouvrent à midi. Okay. Le matin, c'est plage. Donc, ils me donnent rendez-vous à midi. Et je rencontre les fondateurs et les fondateurs m'accueillent avec les grands shorts de bain en mode surfeur, tatouage, débardeur, hyper bronzé, etc. Bon, je me dis mais alors toi t'arrives en costard. Ouais, alors peut-être pas en costard parce qu'on est ambiance start-up, mais voilà, jean basket. Et là je commence à discuter avec eux et en fait je me rends compte qu'ils sont hyper pros, que ils sont pas arrivés là par hasard, que d'ailleurs dans le milieu de la tech, c'est assez connu, hein, que souvent le porno qui drive pas mal d'innovations. Les plus grosses innovations, notamment en acquisition de trafic, en référencement naturel, c'est les acteurs du X. Et donc, je me rends compte qu'ils sont quand même assez solides techniquement. Et on passe 2-3 jours ensemble, on discute beaucoup de la stratégie. Et je me rends compte quand même qu'ils ont encore des réflexes qui sont un peu éloignés de notre culture, hein, puisqu'ils regardent les spots de pub d'Attractive World et ils me disent qu'on aurait peut-être dû mettre des femmes un peu plus plantureuses. Bon, et je reviens et on discute encore quelques semaines, mais je me dis que j'avais du mal à penser qu'on arriverait à dealer avec eux. Cette décision, là, t'en discutes avec tes autres associés, même s'ils sont pas opérationnels, ou tu la prends seul? Non. Tout ce process-là, j'en parle avec mes associés d'origine, hein, Rodolphe et Nicolas. Et il y a débat qui, déjà eux, ils sont au courant de tout, hein, donc ils sont au courant de tout le process. Et donc ils ont vu dans quel état psychologique ça m'avait mis parce que t'étais très bas, de pas aller jusqu'au bout. Et c'était le seul acteur, donc t'es aussi dans une situation pas simple. Non, j'étais dans une situation qui n'était pas évidente. Enfin, pas évidente parce que j'étais la tête dans le guidon, mais avec le recul, on avait quand même une boîte qui était en forte croissance,
et qui était sur le point de faire 1 million d'euros ou plus d'1 million d'euros de résultats nets. Donc c'est vrai que il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas non plus une urgence absolue. Maintenant, il y a des projections qui se réalisent pas. Il y a des projections qui se réalisent pas. Moi, je pense que j'avais un ego qui était quand même assez important, peut-être plus à cette époque qu'aujourd'hui, et vraiment énormément d'ambition. Et donc, ça m'avait vraiment blessé. Voilà, ça m'avait blessé dans mon ego. Et donc, on reçoit une offre de cet acteur et on décide de pas y aller. On peut donner le montant de l'offre ou pareil, une fourchette? Ouais, c'était une offre. Franchement, c'était il y a longtemps, donc je veux pas dire de bêtises, mais il y avait du cash out. C'était quelques millions d'euros, 5-6 millions d'euros de cash out de mémoire. Il y avait du cash in, donc il y avait de l'argent qui était injecté dans la boîte. Et de mémoire, c'était aussi 5-6 millions d'euros. Et après, il y avait des actions, des systèmes de rachat dans le futur en fonction des résultats des États-Unis. Ok. Pas d'action de leur groupe. Pas d'action de leur groupe. Très clair. Mais donc on se dit quand même que culturellement on serait pas aligné et que l'argent qu'on allait toucher n'était pas suffisant pour céder le contrôle de la boîte, et qu'à partir du moment où on n'est pas aligné complètement culturellement avec eux, il est quand même probable que le projet plante aux US et qu'au final on se retrouve avec un niveau de cash out qui était extrêmement faible par rapport au potentiel d'Attractive World. C'est là où ce que tu as dit au début, où l'argent est pas une fin en soi, une conséquence. Oui, exactement. Et là c'est le meilleur exemple en fait, que c'est pas vendre pour vendre, c'est vendre parce que ça a du sens et parce que ça rentre dans l'histoire de exactement. Mais encore une fois, on avait quand même conscience que même si nos rêves d'international s'étaient un peu évaporés, on avait quand même conscience qu'on avait créé un bel actif en France avec une marque hyper forte, avec une vraie capacité à distribuer des dividendes aussi. Donc on pense qu'il est plus raisonnable de rester focalisé sur le marché français et de refuser cette offre. On a encore un petit moment à passer ensemble avec pas mal de sujets qu'on aimerait aborder. Donc, ce que je vous propose là, toujours dans cette phase où on a fait ce flashback pour comprendre tout ce qui s'est négocié en 2016, est-ce qu'on peut faire un tout petit accéléré rapide? Et là, le premier contact, du coup peut-être le deuxième parce que vous aviez déjà échangé, mais ils avaient pas donné suite avec le repreneur. Alors l'accéléré rapide, c'est que moi, je me mets dans un mode où, et avec le recul sur le moment, bien entendu, j'avais l'impression que c'était rationnel. Je pense que je fais un peu une fuite en avant. C'est-à-dire que je me sens pris d'angoisse à l'idée de ne plus apprendre en tant qu'entrepreneur, de me dire voilà, on a quand même fait un bon tour sur le marché français. On a créé une boîte qui va être rentable, mais qui va avoir une croissance qui va faire que ralentir. Et je veux pas me retrouver CEO d'une jolie PME dynamique. Je vais commencer à me corneriser, à m'enfermer. Et donc là, je prends une décision qui est de recruter. Perso ou dans le regard des autres? Je l'ai plutôt senti à titre personnel, mais bien entendu, le regard des autres compte toujours. Donc c'était aussi dans le regard des autres. En fait, c'était un coup de frein à tes ambitions perso. Tu parlais de rêve américain, déchu, etc. Donc, c'est des mots assez forts. Ouais. Donc, tu t'es dit, là, en fait... Je l'ai vraiment vécu comme un énorme échec. Et c'est là où il y a un paradoxe incroyable, parce que lorsqu'on est entrepreneur, c'est tellement difficile de trouver la bonne idée, de la lancer, de se faire financer et d'arriver même à faire du chiffre d'affaires, que lorsqu'on fait suffisamment de chiffre d'affaires pour devenir rentable, on devrait être extrêmement heureux d'avoir dépassé ce milestone-là. Et pourtant, moi, le sentiment, c'était une énorme frustration et un sentiment d'échec. Le sentiment aussi que finalement le marché ne valorisait pas ce que j'avais fait depuis plusieurs années. Un manque de reconnaissance aussi. Un manque de reconnaissance par le marché, puisque finalement il n'y en avait aucun qui voulait nous racheter, ni investir chez nous. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce sentiment-là qui a dominé. Et donc pour accélérer, je prends une décision qui est extrêmement forte. J'en parle à mes actionnaires et à mon board, et je leur dis que je veux quitter l'opérationnel, le day-to-day d'Attractive World pour lancer une nouvelle boîte aux États-Unis. Et donc, je recrute un nouveau management. Et je suis dans un entre-deux, puisque malgré tout, je ne lâche pas complètement les rênes pendant cette période entre 2014 et 2016. Je reste au comité de direction et je recrute une COO, donc une directrice générale, qui va gérer le day-to-day. Ok. Et s'ensuit une période qui était assez complexe pour moi, parce que j'avais encore l'immense majorité de mon patrimoine chez Attractive World. J'avais énormément d'énergie à investir
pour lancer une nouvelle boîte sur un nouveau marché qui est le marché américain et qui est le marché le plus compétitif du monde. Et qui est Shaper qu'on connaît aujourd'hui déjà. Qui était Shaper, ouais. Okay. Qui est Shaper, même si on pourra en parler en 2 mots, mais qui a beaucoup évolué après. Bah oui, tout à fait. Entre le produit initial. Tu prends ta valise et tu pars à New York. Voilà. Tout seul. Et alors bon, j'avais une copine à l'époque que j'incite fortement à te suivre, à déménager. Et donc elle me suit. Et je me retrouve à New York à devoir quand même gérer à distance Attractive World avec une bonne dose de stress et toute l'énergie qu'il fallait mettre pour lancer une nouvelle start-up aux États-Unis. Et donc ça dure 2014-2015 jusqu'à septembre 2016. Donc c'est pour ça que c'est quand même une période hyper importante. On fait quelque chose que peu de start-up font, c'est qu'on commence à distribuer des dividendes. Et donc on distribue entre 1 million et 1,5 million de dividendes chaque année. Okay. Entre 2014 et 2016, sachant qu'on avait levé très peu d'argent, puisqu'on avait levé 5 millions d'euros au total, uniquement avec des business angels. Et donc arrive le moment de la reprise de contact d'Affinitas avec nous. Et là, c'est eux qui reviennent. Moi, je n'étais plus du tout dans un mode de revente. J'étais vraiment dans un mode... J'automatise Attractive World, je reste au stage. J'étais dans un mode où Attractive World, c'était devenu une belle PME dynamique. On était encore en croissance. On faisait quasiment 25% d'EBITDA. Et on se distribuait des dividendes. Et effectivement, on gagnait très bien notre vie. Donc je me disais que tant que ça continue, c'est très bien. Donc il fallait vraiment surtout. Puis t'avais ta nouvelle aventure sur laquelle tu devais t'éclater aussi. Aux États-Unis. Donc là, du coup, donc de toute façon, j'étais plus dans un mood et j'avais plus le temps de relancer un process de vente. Et là, je reçois un mail d'un des fondateurs d'Affinitas avec qui j'avais déjà échangé au moment du process de vente en 2013, et qui vient me prendre des nouvelles et qui me demande de faire un call. Et là, je le prends au téléphone et il me dit, écoute Ludovic, je voulais dire que moi, je sortais d'Affinitas et je voulais te présenter le nouveau CEO, qui est un ancien de Goldman Sachs et qui a été recruté pour vraiment nous faire passer un cap et notamment faire de la croissance externe. Et donc, il me le présente. C'est un Espagnol qui s'appelle Jerónimo Folguera. Et lui est assez cash. Il me dit, écoute Ludovic, nous, on a vraiment l'ambition de faire de la croissance externe. On a 2 marques, on a la marque Darling et la marque Elite Single, qui était connue sous le nom d'Elite Rencontre en France. On est dans 28 pays, on a levé plus de 50 millions d'euros, mais on n'arrive pas à rentrer sur le marché français via notre marque Elite à cause d'Attractive World. Donc nous, ce qu'on veut, c'est te faire une offre, te racheter, plutôt que se faire la guerre. Et donc là, moi, j'en discute avec mon board, avec Rodolphe, Nicolas et Vincent, mon associé, qui est aujourd'hui encore mon associé sur Shaper. Et globalement, on se met tous d'accord sur le fait que si le process est court, on est prêt à ouvrir les discussions. Personne ne met de veto ça me va très bien comme ça, pourquoi on changerait, sans mettre de nom, mais c'est toujours intéressant parce que c'est un croisement entre une opportunité, une offre et puis des vies aussi et des phases de vie. Alors mes board members ne mettent pas de veto, mais ils me disent, écoute Ludovic, on se distribue quand même 1 million, 1,5 million de dividendes chaque année, donc on a c'est quand même un business qui est automatisé. Voilà, on a quand même un bon rendement. Le business effectivement est très automatisé. Il y a qu'une 20aine de personnes dans la boîte, donc on va regarder, mais on vendra pas à n'importe quel prix. Et donc moi je suis assez cash avec Jerónimo. Je lui dis, écoute, voilà, moi je suis à New York, très focus sur mon business mon nouveau business qui s'appelle Shaper. Donc, on le fait si vous êtes capable de nous faire une term sheet extrêmement rapide et qu'elle est au minimum à un prix donné. Et lui me dit, écoute, très bien, moi j'ai besoin de quelques documents. Il me demande notamment de lui envoyer les 3 derniers reportings que j'ai fait à mes actionnaires. Et il me dit, sur la base de ces 3 reportings, je peux te faire une term sheet avec une fourchette de valorisation. Et 15 jours plus tard, on a la term sheet sur la table. Ok. Donc, on est dans des délais effectivement hyper short par rapport à ce qui se fait. Hyper short. Voilà. À l'époque, juste pour me projeter, t'as combien de parts de la boîte?
une vingtaine de pourcents. Et donc, on reçoit la term sheet. Globalement, elle était dans la plaque de ce qu'on attendait. On lui dit qu'on ne signera pas la term sheet tant qu'il y a une fourchette. On veut vraiment un prix définitif parce qu'on veut pas se lancer dans un process d'audit assez long et pénible sans que on ait une vision exacte du prix de vente. Et ça reprend peut-être une semaine, 15 jours en plus. Et fin juillet, on était d'accord sur une term sheet qu'on signe avec l'ensemble du board. Je vois le temps qui file, mais quand même sur cette négo-là, il y a des clauses sur lesquelles on se dit non, par contre, cette clause-là, elle sort, sinon on n'y va pas. Oui, les principales clauses d'une lettre d'offre ou term sheet sont la valorisation. Dans la valorisation, il y a le prix fixe et il y a ce qu'on appelle l'earn-out, qui est le complément de prix. Et sur le complément de prix, généralement, il y a une formule de calcul qui se négocie. Donc ça, c'est les deux principaux paramètres de l'offre. Et les autres paramètres importants, c'est ce qui s'appelle la garantie d'actifs passifs. La garantie d'actifs passifs, c'est très classique dans les offres de rachat. C'est un mécanisme qui permet à l'acquéreur de réduire le prix de vente si jamais il y a des informations qu'on n'a pas déclarées. Dans le placard, ouais. Voilà. Contrôles fiscaux, contrôles fiscaux, contrôle URSSAF. Ça peut être un litige qu'on n'a pas déclaré, on est en procès avec un grand groupe de rencontres et on l'a pas déclaré et 2 mois après la vente, le procès fait qu'on doit payer X centaines de milliers d'euros à un de nos concurrents. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on rentre dans les garanties d'actifs passifs. Donc c'est potentiellement de l'argent qu'il faut pouvoir rendre. Voilà. Et en fait, dans une garantie d'actifs passifs, il y a généralement ce qu'on appelle un cap, c'est un plafond. C'est le prix maximum qu'on doit pouvoir leur rendre. Il y a des franchises. Donc, lorsqu'il y a un litige, si ce litige est inférieur de X milliers d'euros ou X dizaines de milliers d'euros, ça sort du sujet. Ouais. Voilà, ça sort du sujet et on ne peut pas faire appel à la garantie d'actifs passifs pour pas qu'ils viennent nous demander 200 balles par-ci, 500 balles par-là. Globalement, c'est ce qui était hyper important à négocier. Donc, on a mis 15 jours pour négocier ça. C'est clairement les points les plus importants avec l'accompagnement et avec la valo. Bien entendu. Et après, effectivement, il y a toujours le sujet de l'accompagnement. Est-ce qu'ils ont besoin de nous ou pas ? Et moi, ils avaient été très clairs avec moi, vu que j'étais sorti de l'opérationnel et que je vivais entre Paris et New York. Et déjà avec un autre projet en plus. Ils m'ont dit que le jour de la vente, je sortais. Ok, donc une vente sèche. Alors, si on fait un petit accéléré, il y a une petite anecdote qui est assez sympa. Tout se passe super bien avec eux, ça va vite. Il y a une date de signature qui est prévue, etc. Ouais. Et il y a un event la veille au soir de la signature. Ça peut être intéressant qu'on débriefe là-dessus. Il y a un calendrier très clair. Donc fin juillet, on signe la term sheet. Pendant le mois d'août, ils font les audits. Donc c'est des vacances qui sont un peu hachées. Septembre, on négocie la documentation juridique. Donc la documentation juridique, c'est un protocole d'accord et la garantie d'actifs passifs, puisque bien entendu, entre la term sheet et la garantie d'actifs passifs, il y a quand même quelques dizaines de pages de plus qu'il faut quand même renégocier point par point. Et donc, effectivement, tout se passe bien. Franchement, Geronimo et son équipe ont été extrêmement efficaces. Ils ont toujours tenu leurs paroles, toujours tenu les délais. Et on arrive au 29 septembre, donc un jour avant le closing qui était prévu, puisqu'on était censé signer le 30. Et là, on a un appel avec Geronimo et son équipe. Il y avait également, bien entendu, notre banquier d'affaires qui s'appelle François Kittel et qui a monté une petite banque d'affaires qui s'appelle Shibumi. Et là, Geronimo me dit, écoute Ludovic, je suis vraiment embêté. On est passé à côté de quelque chose suite aux audits au niveau des contrats de développement des applications mobiles qui avaient donc été refaites par ma DG. Et dans le contrat qu'elle avait fait avec un prestataire, elle avait oublié, et eux aussi bien entendu, avaient oublié de mettre une clause de cession de droit de propriété du code. Et donc il me dit, bah ouais, mais en fait théoriquement, on rachète vos quelque apps chose mobiles, qui n'appartient pas à TractiveWare. Et à un moment en 2016 où le mobile représentait quand même une partie non négligeable de notre trafic, théoriquement les apps mobiles ne vous appartiennent pas. Donc on va être obligé de sortir tout problème éventuel, tout litige éventuel avec ce prestataire de service
de la garantie d'actifs passifs. Donc, du coup, la gap explose. Et donc, du coup, ça veut dire concrètement que je crois que nous, la gap, c'était jusqu'à 20% du prix. Il nous disait, oui, mais s'il y a un problème avec ce prestataire, s'il réclame beaucoup plus que 20% du prix, vous devrez nous le rendre sans pouvoir dire qu'on a atteint le plafond. Et le contexte, c'est quand même que j'avais fait signer un pouvoir à nos 80 actionnaires. Donc, nos 80 actionnaires avaient accepté de me permettre de signer en leur nom le lendemain, le jour du closing. Avec y compris cette question de garantie actif-passif. Exactement. Ouais. Et donc là, moi je dis à Geronimo, déjà, je suis pas d'accord avec ça, parce que vous nous le dites que 24 heures avant le closing. Mais de toute façon, même si j'étais d'accord, je suis dans la capacité de faire signer à nouveau une nouvelle clause que je devrais expliquer à mes 80 actionnaires. Donc de toute façon, techniquement, c'est pas possible. Et l'avocat de Geronimo me dit que si, parce que la façon dont le pouvoir avait été rédigé me donnait beaucoup plus de latitude que ce que je l'imaginais, et que je pouvais malgré tout signer sans avoir à les consulter. Ça peut être leur faire un enfant dans le dos quand même, là, pour Exactement. le coup. Exactement. Et donc là, le ton monte pendant ce call-là. En plus, je pense qu'on était tous un peu fatigués de ce process. Beaucoup de pression, de stress. Et moi, je dis à Geronimo que, bien entendu, il y a eu une erreur là-dessus, mais qu'il aurait jamais dû nous le dire 24 heures avant le closing. Il aurait dû nous le dire au mois d'août lorsqu'ils ont audité les contrats, et que par conséquent, soit il signait en l'état actuel, soit il n'y avait pas de deal. Donc ça, tu le dis c'est pas réfléchi du coup, vu que le ton monte et qu'on le ton monte, il y a un peu d'émotion, etc. Mais moi, je lui ai dit, écoute, pour moi, il n'y a pas de deal si tu veux nous le sortir de la gap, parce que je signerai jamais en ayant et là, il la crainte que tu puisses me réclamer l'intégralité du prix dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Un petit ultimatum, entre guillemets. Et ben là, on se raccroche au nez. Ok. Voilà. Ambiance. Parce que, et là, tu regrettes parce qu'il me dit, si c'est comme ça, il n'y aura pas de deal. Ok. Et là, tu ressens quoi une fois que t'as raccroché? Et là, en fait, c'est un peu particulier parce que pour moi, il n'y avait vraiment pas de deal, en fait. Pour moi, c'était hors de question de signer en me disant qu'à n'importe quel moment, dans les 3, 4, 5 ans à venir, ils puissent me réclamer l'intégralité du prix. Pour moi, c'est comme si j'avais pas cédé et je me suis, pendant les quelques minutes qu'on suivit, je me suis dit dans ma tête, ok, très bien. Après tout, tant pis, tu crois que c'est l'ego qui parle ou non, la raison, et que t'es dans ton bon droit Non, mais psychologiquement, j'essaie quand même de me préparer à ce que ça puisse arriver. Et donc, je me dis... Déjà avant, ouais. En tout cas, au moment où je raccroche, je me prépare en me disant, on a quand même une boîte rentable et qui est en croissance. Oui, donc si ça se fait pas, ça se fait pas, mais par contre, il faudra que je rappelle ce prestat. je le ferai pas à tout prix. Et bien entendu. Mais t'es pas dans l'optique de le rappeler pour essayer de voir si on peut arranger les choses. Non, mais bien entendu, j'en parle à ma DG directement, puisque c'est elle qui il devait être 20h30, 21h. Donc je lui passe un coup de fil et je lui dis, écoute, on a ce problème-là. Donc soit on arrive à négocier avec le prestat le fait qu'il nous fasse un avenant sur le contrat, soit il y aura vraiment pas d'opération. Et c'est Geronimo qui me rappelle, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, en me disant, écoute Ludovic, on n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut qu'on trouve une solution. Et moi, je lui dis, écoute, j'en ai discuté avec notre DG. La seule solution qu'on voit, c'est de faire un avenant sur le contrat. Maintenant, si ce prestat à qui on aura dû expliquer pourquoi on lui demande de faire cet avenant immédiatement avant minuit, si ce prestat nous réclame des centaines de milliers d'euros pour le faire, je suis désolé, mais je pense qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et il en convient. Il me dit, écoute, pour l'instant, concentrons-nous sur ce truc-là. Donc, dès que tu as eu le prestat, rappelle-moi et on se tient au courant. Et donc, la DG appelle le prestat. Et là, le prestat est extrêmement, extrêmement honnête et me dit, écoute, il n'y a aucun problème. On va faire cet avenant. Le problème, c'est que je suis avec mon bébé et ma femme n'est pas là. Donc, je te garantis pas de te le faire dans la demi-heure. J'essaie de te le faire d'ici la fin de soirée. Et je rentre chez moi épuisé mais soulagé. J'attends 1 heure, 2 heures. Il était 23h. Mais il va dormir son bébé. Il y a un truc qui va pas. Et j'appelle notre DG. Je lui dis, attends, je comprends pas. Il est 23h30. Il sait qu'on signe le lendemain à 9h.
il peut pas nous envoyer cet avenant, sachant qu'on lui avait tout prémâché. Hein. On lui avait fait le document, il y avait plus qu'à le signer, l'imprimer, le signer, le scanner. Et il le fait pas. Et ma DG me dit, écoute, en fait, il est très emmerdé parce que il avait sous-traité une partie du code à un autre prestataire et il n'arrive pas à le joindre. On se rend pas compte au moment où on développe comme ça son appli de tout ce que ça peut impliquer 10 ans après. Et il avait besoin de lui faire signer aussi cet avenant parce que sinon il aurait pu se faire attaquer également. Et pour la faire courte, après minuit et demi, 1h du matin, on reçoit l'avenant parce qu'il se trouve que... Donc t'as actualisé combien de fois ta boîte mail cette soirée-là? Le sous-traitant du sous-traitant était juste en train de boire des bières avec ses potes. Au moins autant que les comptes le lendemain. Oui. Et donc au final, on a le document. J'envoie un message à Geronimo pour lui dire que tout est OK. Et il m'envoie un message, il me dit, bon bah super, je préviens nos avocats. On se retrouve à 9h demain matin. Donc, soirée longue et nuit courte, du coup. Soirée longue, nuit courte et un réveil avec beaucoup d'émotions. On a une rubrique qu'on va passer de manière assez rapide parce que c'est les jours d'après chez le repreneur. Mais tu nous l'as dit, c'est finalement, c'était très très rapide. Hein, vous étiez pas dans l'obligation de rester. Et t'as choisi cette musique d'Ibrahim Malouf, True Sorry. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait fait la fête le soir d'avant et le lendemain, j'étais dans un mood qui était à la fois agréable de me dire que la boucle était bouclée, mais toujours un peu nostalgique parce que je pensais à mes équipes, je pensais à tout ce qu'on avait vécu avant et je trouvais que cette musique résumait bien ce mix de sentiments. Et alors justement, les équipes, le jour d'après, c'est plus toi le patron. Ça change quelque chose ? Ça change tout, en fait. Parce que le jour du closing, en fait, la seule chose qu'on avait convenu, c'était de faire une transition sur un après-midi. Moi, je suis allé les voir, j'ai fait un discours. Ils avaient été prévenus avant. Hein. Ils avaient été prévenus avant parce qu'il y a des obligations légales, d'ailleurs, qui sont pas du tout évidentes à gérer. Hein. Je crois que c'est 7 jours avant. Minimum 7 jours avant. Je crois que c'est au moins 7 jours. Équipes, ouais, entre 7 et 14 jours, je me souviens plus. Et dans le deal, on négocie qui va faire quoi, tout le monde reste à son poste. Ce qui est compliqué, c'est de prévenir les équipes alors que le SPA n'est pas signé. Exactement. C'était extrêmement compliqué. Et en plus de ça, nous, on avait créé une culture qui était très familiale. Les gens étaient vraiment attachés à Attractive World. Il y avait eu très très peu de turnover, il y avait très peu de démissions. Beaucoup de gens étaient restés pendant plusieurs années, voire pour certains depuis le début de l'aventure. Donc, je sentais que les gens m'en voulaient, hein, clairement. Et donc le jour du closing, je leur fais un discours, mais qui finalement était un peu une redite du discours que j'avais déjà eu quelques jours avant la vente. Et suite à ça, je sors du paysage, mais pas complètement, puisque Shaper sous-louait des bureaux à Attractive World, donc on avait quand même des bureaux au même endroit. Mais en tout cas, de manière opérationnelle, hiérarchique, je n'avais plus mon mot à dire, je n'existais plus. Parce que tu avais des amitiés avec des personnes de l'équipe ou que tu voyais en perso, soirée, week-end ou... Non, tu étais aux États-Unis, toi, mais... Ouais, sur 2016, j'étais vraiment entre les États-Unis et la France parce que dès que je suis parti sur la session d'Attractive World, j'ai passé le clair de mon temps en France. Donc vous partagez. J'avais bien sûr de l'affection, des amitiés, pas de gens que je voyais en dehors du bureau. Donc on avait quand même gardé une certaine distance par rapport à la vie perso. Ça n'empêche pas d'avoir des attachements. Mais il y avait des attaches, il y avait des gens qui étaient notamment il y avait quelqu'un qui s'appelle Bruno qui était le cousin de Rodolphe qui était mon meilleur ami. Donc voilà, c'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas évident. Et donc, tu disais, on partageait les bureaux et on parlait de cette posture, c'est plus chez toi. Vous vous croisez quand même.
Ouais, franchement, c'était vraiment une période qui était pas agréable. Je pense qu'il y avait. Toi, c'était pas un bon moment de retourner au bureau. Non, c'était pas un bon moment. Il y avait en plus encore pas mal d'émotionnel, hein. Et je sais que j'avais des gens qui m'en voulaient, qui avaient trouvé que c'était un acte égoïste en fait, parce qu'ils s'étaient donné énormément et qu'ils estimaient que j'avais pas à vendre la boîte. Plus une incertitude pour eux de leur avenir et qu'est-ce qui va se passer. Clairement de l'incertitude pour eux, en plus racheté par un groupe allemand, donc il y avait clairement de l'incertitude et de la déception. Ils n'arrivaient pas à se projeter dans le nouveau projet. Ouais, c'était vraiment une période difficile et le point d'orgue de cette période, et je trouve qui résume beaucoup les choses, c'est que à un moment il y a un pot de départ d'un de nos salariés, en tout cas de mes ex collaborateurs, et je ne suis pas invité, alors que j'étais dans le bureau d'à côté. Voilà. Ouais, ça fait mal. Et ouais, ça fait mal. Ça, c'était difficile. Je pouvais le comprendre, encore une fois, hein, parce que une reprise par un groupe étranger, c'est vraiment pas quelque chose d'évident à vivre. Et encore une fois, compte tenu du contexte très très familial qu'on avait chez Attractive World, je le comprenais, mais il y a une différence entre comprendre et vivre. Ouais. C'était blessant. En tout cas, les jours d'après chez le repreneur, il y en a finalement pas eu plus que cette fameuse demi-journée de transition. On va s'intéresser à la dernière partie, c'est la vie d'après. Quand t'as revendu ta boîte, j'imagine que tu te demandes toujours si tu peux faire mieux, si tu peux faire plus grand. Toi, t'étais pas complètement dans l'incertitude, c'était déjà en cours, hein, Shaper. Et pour parler de la vie et des années qui vont suivre, tu as choisi cette musique. New York. Ouais, je pense que tout le monde la connaît. Et alors, si tu veux poser quelques mots sur Alicia Keys, ce sera votre duo, Fit Ludovic Huro, pour parler de Shaper. Non, mais New York, c'était mon rêve en fait, hein. Voilà, moi j'avais toujours rêvé d'entreprendre aux États-Unis, avec un projet Shaper qui me correspondait énormément, puisque c'était toujours dans les rencontres, mais cette fois les rencontres dans la vie professionnelle, rencontres qui m'ont aidé à progresser, qui m'ont toujours eu un impact extraordinaire sur mes projets, hein, puisque que ça soit sur Attractive World ou sur Shaper, c'est vraiment les bonnes rencontres qui m'ont permis de passer ces étapes-là. Et tout d'un coup, c'était un nouvel environnement, un nouveau challenge en langue étrangère, même si on est tous censés parler anglais. C'est quand même pas la même chose de faire du business en anglais que de faire du business en français. Au début, en plus, énormément de visibilité médiatique avec Shaper, hein, puisque on a fait une page dans le Wall Street Journal. J'ai été invité à parler de Shaper au Madison Square Garden. Donc c'est vraiment un peu tous les attributs du rêve américain. Tu dirais que c'est plus facile d'avoir cette visibilité médiatique quand tu as eu justement un cash out avant et donc une réussite est reconnue, d'aller convaincre d'autres investisseurs, des clients et puis les médias? Alors pour les investisseurs, c'est clair que le fait d'être serial entrepreneur et d'avoir déjà un succès facilite énormément les choses. Peut-être même un peu trop, hein, puisqu'on a aussi, et c'est pas le sujet du podcast, mais on a aussi fait des erreurs sur Shaper, peut-être parce qu'on a levé de l'argent un peu trop vite et trop facilement. Du point de vue des médias américains, je pense que ce qui a marché, c'était un mix entre notre concept, qui était vraiment de faire de Shaper une application lifestyle pour faire des rencontres inspirantes dans la vie professionnelle, et le storytelling qu'on a créé, qui était le petit Frenchie qui a réussi dans les rencontres amoureuses en France et qui veut réussir dans les rencontres professionnelles aux États-Unis. Je pense qu'il y avait vraiment un bon storytelling autour de ça. Il y avait notamment une rencontre qui m'avait beaucoup marqué lorsque je suis arrivé aux États-Unis, même quelques années avant de lancer Shaper, avec une femme dans un avion qui avait plus de 80 ans, qui est une des grandes philanthropes des États-Unis et qui m'a accueilli à New York et qui m'a appris un mot qui s'appelle la serendipity,
qui est l'art de provoquer l'argent sans la rechercher. Et nous, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé dans le storytelling de Shaper initialement, qui était que notre app facilitait la sérendipité dans le monde professionnel. Donc voilà, il y a tous ces éléments qui font que on a eu une page dans le Wall Street Journal, qu'on a eu énormément de médias qui sont intéressés à nous, qu'on a été beaucoup invités en tant que speaker, et notamment au Madison Square Garden, où je me suis retrouvé à parler devant plus de 5000 personnes, et qui ont lancé un peu cette aventure américaine. Tu l'as dit très brièvement tout à l'heure, il y avait le Shaper des débuts et il y a le Shaper d'aujourd'hui. On est en 2021. Si tu devais pitcher, tu es un pro de l'exercice. En fait, il y a une énorme différence entre le Shaper d'aujourd'hui et le Shaper du début. Le Shaper du début, c'était un produit B2C avec un gros succès d'audience, mais beaucoup de complexité dans sa monétisation. Alors que le Shaper d'aujourd'hui, c'est un produit c'est plutôt un écosystème qui est dédié aux entrepreneurs de la tech, et qui va les aider à rencontrer des talents via notre plateforme Shaper Talent, rencontrer des advisors via notre plateforme Shaper Founders, se faire financer via notre fonds d'investissement Shaper Ventures, et continuer de faire des rencontres inspirantes via Shaper Networking. Et là, aujourd'hui, on a un modèle qui a l'équilibre et qui génère beaucoup plus de profit potentiel que notre produit B2C, même si le produit B2C génère la marque et le marketing. Ludovic, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Je vous propose à tous de nous quitter sur cette musique que tu as choisie. C'est la musique de la Fiesta d'après la vente de Attractive World. Tout le monde hoche la tête dans les studios. Et peut-être en conclusion finale, il y a toujours la question quand tu revends de où est-ce que j'investis. Donc tu avais déjà une aventure dans laquelle investir, et puis après il y a aussi la partie perso. Tu peux nous parler un peu des choix que tu as fait? Oui, alors en fait moi j'ai décidé de réinvestir une partie assez significative de mon patrimoine dans Shaper, ce qui a envoyé un message, je pense, très confiance. positif vis-à-vis des investisseurs. Et pour parler des investissements qui m'éclatent, c'est mes investissements en tant que business angel. J'ai investi dans une petite dizaine de startups aux États-Unis et en France. Je vais peut-être en citer 3 qui me tiennent particulièrement à cœur. Allez, peut-être même une 4e. Je baisse le son alors. La première, qui est probablement mon plus bel investissement à la date, s'appelle Hugging Face, qui est la librairie open source dédiée au machine learning la plus téléchargée du monde, et qui a levé notamment $60 millions avec des grands fonds américains. Donc ça, c'est une histoire de rencontre encore, et c'est une rencontre à New York avec Clément Delangue et Julien Chaumont, qui sont 2 des fondateurs, et en qui j'ai cru extrêmement rapidement, et qui, même s'ils se sont lancés sur un produit qui n'avait rien à voir à la base, ont eu les capacités à pivoter pour faire pour faire une des startups, je pense, qui sera une des plus grosses boîtes technologiques dans les années à venir. Ensuite, j'ai investi toujours une rencontre à New York aux côtés de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Mourmand. Et là, j'ai investi à la création, au dépôt des statuts d'une société qui s'appelle Tabesto, qui fait des bornes pour la prise de commande dans les fast-foods, et qui est en train d'accélérer énormément, notamment sous l'impulsion du Covid, puisque tous les fast-foods se digitalisent, et qui ensuite va gérer toute la data des fast-foods, connecter leur système à du click and collect, à des applications de livraison en marque blanche. Et ils étaient 20 en début d'année, ils vont être 50 à la fin de cette année, et probablement une centaine l'année prochaine. Ensuite, j'ai investi très récemment, mais alors là, c'est vraiment l'énorme projet coup de cœur, parce que ça correspond parfaitement à ma philosophie de la vie, dans un startup studio à New York qui s'appelle Indigo, et qui est un startup studio dédié à la santé mentale et au développement personnel. Et donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Giraud, que j'ai rencontré aussi par hasard parce que j'avais posté. C'est que des Français, même aux États-Unis, sur lesquels tu mises. Ouais. J'avais posté une page d'un bouquin qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et le post avait fait un four, ça avait pas du tout marché. Il est sur ma table de chevet. J'ai pas ouvert la première page. Ça avait pas du tout marché, mais Pierre l'avait lu et avait adoré, et m'avait contacté en me disant, écoute, j'aimerais bien te parler d'un projet
Et suite à cette discussion, on est devenus amis. Et puis on a décidé en tout cas j'ai décidé de le soutenir dans le lancement de ce startup studio qui se repose sur une communauté d'une centaine de neuroscientifiques auprès desquels il source des idées et qui a vocation à avoir vraiment beaucoup d'impact, puisque je suis vraiment convaincu que si on veut changer les choses, notamment d'un point de vue environnemental ou faire face aux vrais challenges liés aux inégalités dans le monde, il faut qu'on arrive à élever les consciences et faire les choses de l'intérieur. Et ça passe par la compréhension de ces consciences. Exactement. Ouais. Et Indigo a cette vocation-là. Et peut-être, je les citerai pas tous, mais un dernier petit projet coup de cœur, parce que c'est vraiment deux fondateurs extraordinaires qui s'appellent Antoine Mingère et Gaspard Luciano, qui ont créé Kumo, qui est un acteur du snacking japonais ultra frais. Et ils ont un petit peu souffert pendant le Covid, parce qu'en fait leur go-to-market c'était de vendre leur Kumo dans les universités via des distributeurs qui sont des distributeurs qui étaient mis dans les universités et les grandes écoles. Donc pendant le Covid ça a été compliqué, mais ils ont extrêmement bien pivoté pour lancer plein de canaux de distribution, élargir leur gamme. Et je suis aussi au bord de cette boîte et à la fin, ce qui compte pour moi, c'est toutes ces aventures humaines. Voilà, et c'est comme ça que je veux investir mon patrimoine. C'est bien conclu, en tout cas. Eh ben, on va conclure en musique, mais ça, c'est le second jingle de Cash Out. Merci à toi, Ludovic. Merci beaucoup pour l'invitation.